Brie 1988, Bucarest, Roumanie. La famille aristocratique Draculescht organisait chaque année le plus somptueux carnaval de l'Empire austro-hongrois. Mais lors du carnaval de mars 1888, 47 invités entrèrent dans le château en habits de fête et sortirent en linceul. Les masques noirs n'étaient pas des déguisements, c'étaient des bourreaux. Martin, mettez un like immédiatement si vous voulez découvrir comment une famille noble a transformé une tradition festive en rituel de massacre organisé, et commentez depuis quel pays vous nous regardez, parce que ce que nous avons trouvé dans les archives secrètes du château Draculescht va redéfinir votre compréhension de la cruauté aristocratique et des traditions sanglantes cachées derrière les fastes européens. Cette affaire a été étouffée pendant 135 ans par les autorités austro-hongroises pour éviter un scandale international. Nous avons obtenu l'accès aux journaux personnels, aux témoignages des survivants et aux rapports de police qui révèlent pourquoi la famille Draculescht était secrètement appelée les collectionneurs de masques humains par les services secrets impériaux. Préparez-vous, parce que cette histoire va vous montrer comment les traditions les plus joyeuses peuvent masquer les rituels les plus sanglants de l'humanité. Comte Radu Draculescht avait 42 ans en 1888, quand il dirigeait l'une des familles aristocratiques les plus influentes de Valachie. Descendant direct de la lignée de Vlad l'Empaleur, propriétaire du château ancestral de Râmnicu Vălcea, il était universellement respecté dans la haute société de Bucarest pour sa fortune colossale, son raffinement culturel et surtout pour ses légendaires carnavals annuels qui attiraient l'élite européenne. Le comte Draculescht représentait l'aristocratie roumaine à son apogée, m'explique l'historien Dr Mircea Popescu depuis les Archives nationales de Bucarest. Il combinait la richesse héréditaire avec une éducation parisienne raffinée et une passion pour les arts qui en faisait l'hôte le plus recherché des Balkans. Recevoir une invitation à son carnaval était considéré comme l'honneur social suprême. La juxtaposition était parfaite pour masquer ses véritables intentions. Un noble érudit qui perpétuait les traditions culturelles de l'ancienne Valachie, organisant des festivités somptueuses qui célébraient l'art, la musique et la joie de vivre aristocratique, attirant chaque année l'élite intellectuelle et financière de tout l'empire austro-hongrois. Vous avez déjà été ébloui par le raffinement et les traditions d'une famille aristocratique, alors vous comprenez comment toute la haute société européenne a pu être séduite par l'apparence de civilisation du comte Draculescht. Mais ce que vous ne pouvez pas encore imaginer, c'est comment cette tradition familiale cachait un rituel ancestral de sélection et d'élimination systématique des indignes. Radu dirigeait le château avec sa femme, la comtesse Elena Draculescht, 38 ans, reconnue pour sa beauté légendaire et son goût exquis en matière d'organisation sociale, et leurs deux fils, Vlad, 19 ans, étudiant à l'université de Vienne, et Alexandru, 16 ans, passionné d'histoire militaire. Ensemble, ils formèrent la famille la plus enviée et la plus mystérieuse de l'aristocratie roumaine. Nous ôtons vers le 15 mars 1888, quand l'inspecteur impérial Franz Weber arrive au château Draculescht pour enquêter sur des disparitions suspectes signalées par l'ambassade française. Ce qu'il découvrira déclenchera le plus grand scandale aristocratique de l'Empire austro-hongrois. Mais retournons d'abord à février 1888, quand commence la préparation de ce qui sera appelé le Carnaval de la mort. Le carnaval annuel des Draculescht était un événement de 3 jours qui attirait plus de 200 invités, diplomates, artistes, industriels, nobles de toute l'Europe. Contrairement aux autres festivités aristocratiques, le carnaval Draculescht avait une particularité. Tous les invités devaient porter des masques pendant toute la durée des festivités pour préserver l'égalité sociale et encourager la liberté d'expression. C'était considéré comme une tradition charmante et démocratique, me confie l'historien culturel, professeur Elena Vasilescu. Les masques permettaient aux aristocrates de se mélanger aux bourgeois, aux artistes de converser d'égal à égal avec les diplomates. C'était révolutionnaire pour l'époque.
Mais dès 1885, certains détails troublants avaient commencé à attirer l'attention de quelques observateurs. Le baron Otto von Habsburg remarque que certains invités des carnavals précédents ne réapparaissent jamais dans la société de Bucarest. On nous expliquait qu'ils étaient repartis dans leur région ou retournés à leurs affaires, avait-il témoigné en 1889. Mais quand j'enquêtais discrètement, je découvrais que ces personnes semblaient avoir complètement disparu de tous les cercles sociaux européens. Et donc partagez cette vidéo si vous commencez à soupçonner le vrai but de ces carnavals masqués. Janvier 1888. La préparation du carnaval révèle des éléments inhabituels. Les serviteurs du château reçoivent des instructions spéciales pour la sélection des masques et la préparation des chambres spéciales. Des commandes mystérieuses arrivent au château. Cordes de chanvre, produits chimiques, outils métalliques non identifiés. Le février 1888, les invitations sont envoyées avec une nouveauté troublante. Cette année, les invités doivent choisir leur masque dans une collection préparée par la famille Draculești pour garantir l'authenticité historique de notre tradition ancestrale, explique l'invitation. Ce que les invités ne savent pas, c'est que chaque masque correspond à un rôle spécifique dans ce que la famille appelle le grand jeu ancestral. 12 mars 1888. Les premiers invités arrivent au château pour le carnaval de 3 jours. L'atmosphère est somptueuse. Orchestre, banquet, décoration florale importée de Paris. Mais le personnel du château semble étrangement nerveux. 13 mars 1888, deuxième jour du carnaval. Les invités remarquent que certains participants portent des masques noirs différents des autres, plus élaborés, plus inquiétants. Quand ils demandent qui sont ces mystérieux masques noirs, les Draculești expliquent que ce sont des gardiens des traditions familiales. 14 mars 1888, troisième et dernier jour. C'est ce soir-là que commence ce que les survivants appelleront plus tard la chasse aux masques. Retournons maintenant à cette nuit fatale qui révélera la véritable nature du carnaval Draculești. À 23 heures, le comte Radu annonce solennellement le début de la tradition ancestrale secrète, un rituel familial qui n'avait jamais été révélé aux invités extérieurs. Tous les participants sont conduits dans la grande salle du château, leurs masques sont vérifiés et commence alors ce que les Draculești appellent le jugement des masques. Cette année, nous honorons nos ancêtres en perpétuant leur sagesse de sélection, déclare Radu devant l'assemblée masquée. Certains masques représentent la noblesse d'âme, d'autres révèlent l'indignité cachée. Notre devoir ancestral est de purifier notre société. C'est à ce moment que les invités réalisent que les masques noirs ne sont pas des participants, ce sont des exécuteurs. Dr Gheorghe Antonescu, criminologue qui a étudié les archives en 1923, nous révèle les détails jamais publiés sur le système de sélection des Draculești. Ce que la famille avait créé était un système de sélection sociale déguisé en tradition festive, m'explique Dr Antonescu depuis l'université de Bucarest. Chaque masque correspondait à un profil socio-économique spécifique. Les masques dorés pour les nobles utiles, les masques argentés pour les bourgeois productifs et les masques de cuivre pour ceux destinés à l'élimination. Selon Dr Antonescu, l'analyse des documents saisis révèle une logique eugéniste sophistiquée. Les Draculești se considéraient comme des gardiens de la pureté sociale. Ils invitaient délibérément des indésirables, juifs, roms, intellectuels libéraux, bourgeois nouveaux riches, pour les éliminer lors de leur carnaval rituel. Capitaine Ion Brătianu, enquêteur qui a dirigé l'investigation en 1888, explique la logistique du massacre. Le château était conçu comme un piège. Des passages secrets permettaient aux masques noirs, qui étaient en réalité des mercenaires formés par la famille, de capturer les victimes sélectionnées et de les conduire vers les sous-sols aménagés spécialement. Le plus troublant, continue capitaine Brătianu, c'est que les victimes étaient forcées de participer à leur propre exécution. Elles devaient jouer leur rôle dans ce que les Draculești appelaient le théâtre de la purification sociale, avant d'être éliminées selon des méthodes ancestrales. Commenté,
si vous réalisez l'horreur calculée de ce système de sélection sociale. Professeur Maria Codreanu, spécialisée en tradition folklorique roumaine, analyse la dimension culturelle. Les Drăculești avaient perverti d'anciennes traditions valaques de jugement communautaire. Dans l'ancienne Valachie, les masques étaient effectivement utilisés pour des rituels de justice, mais jamais pour des massacres systématiques. Ils justifiaient leurs actions par un pseudo-mysticisme ancestral, révèle professeur Codreanu. Dans leurs écrits, ils prétendaient accomplir la volonté de Vlad l'Empaleur en nettoyant la société des éléments corrompus, exactement comme leurs ancêtres avaient nettoyé la Valachie des envahisseurs. Docteur Ștefan Petrescu, psychiatre qui a évalué les témoignages des survivants, révèle la psychologie collective de la famille. Tous les membres de la famille Drăculești, y compris les enfants, participaient activement aux sélections et aux exécutions. Ils avaient développé une conviction collective d'être des élus chargés d'une mission divine de purification sociale. L'inspecteur Weber, dans son rapport secret de 234 pages, décrit la découverte la plus choquante. Dans les cryptes du château, nous avons trouvé ce que les Drăculești appelaient leur « galerie des purifiés ». Plus de 300 masques humains réels, prélevés sur leurs victimes et conservés comme trophées, chacun étiqueté avec le crime social de la victime. Ils collectionnaient littéralement les visages de leurs victimes, continue Weber. Chaque masque humain était accompagné d'un dossier détaillé expliquant pourquoi cette personne méritait l'élimination selon leur philosophie de purification sociale. Souvenez-vous de ces commandes mystérieuses de cordes et de produits chimiques en janvier 1888. L'enquête révélera qu'elles servaient aux cérémonies de purification, des rituels d'exécution inspirés des méthodes de Vlad l'Empaleur, mais adaptés aux espaces clos du château. Tournons à cette nuit fatale du 14 mars 1888, quand commence le jugement des masques. Dans la grande salle, les 47 invités portant des masques de cuivre sont séparés des autres par les masques noirs. Le compte rendu explique calmement que ces personnes ont été sélectionnées par leurs ancêtres pour participer à un honneur ancestral spécial. Vous allez rejoindre la grande tradition de purification de la Valachie, annonce Helena Drăculești avec une élégance glaciale. Vos masques de cuivre indiquent que vous portez en vous les impuretés sociales que nos ancêtres ont mission d'éliminer. Les victimes sélectionnées réalisent alors que leur invitation au carnaval était en réalité une condamnation à mort. Mais les Drăculești ne sont pas pressés. Ils veulent que leurs victimes comprennent l'honneur qui leur est fait. Donc, dans les sous-sols, chaque victime est forcée de revêtir un costume correspondant à son crime social. Des habits de marchands pour les nouveaux riches, des costumes traditionnels juifs pour les impurs raciaux, des toges d'intellectuels pour les corrompus de l'esprit. Puis commence ce que les Drăculești appellent le théâtre de la justice ancestrale. Chaque victime doit jouer son rôle social avant d'être exécutée selon une méthode choisie pour symboliser son crime. Vous commencez à comprendre la logique ritualisée de cette folie aristocratique. Les Drăculești avaient transformé le meurtre en performance culturelle, justifiant leur crime par une pseudo-tradition ancestrale qui donnait un sens historique à leur soif de sang. Mais ce qui se passe quand l'inspecteur Weber arrive au château va révéler l'ampleur véritable de ce système. L'inspecteur Weber arrive au château à 2 heures du matin le 15 mars, alerté par un télégramme urgent de l'ambassade française concernant la disparition du diplomate Pierre Dubois. Ce qu'il découvre dépasse toutes ses anticipations. Dans la grande salle, il trouve les corps de 47 personnes disposées en cercle, tous portant encore leur masque de cuivre. Au centre du cercle, la famille Drăculești au complet, portant des masques dorés, applaudissant ce qu'ils appellent la réussite parfaite de la tradition ancestrale. « Inspecteur, vous arrivez au moment parfait pour admirer notre œuvre », déclare Radu avec fierté. « Cette année, nous avons purifié 47 éléments corrompus de la société européenne. Nos ancêtres seraient fiers. Mais voici le plot twist que personne n'avait anticipé. Les Drăculești n'agissaient pas par folie héréditaire.
Il dirigeait un réseau de purification sociale qui s'étendait à travers tout l'empire austro-hongrois, avec des complices dans 6 pays et un système de sélection qui avait éliminé plus de 2000 personnes en 15 ans. Les documents saisis révèlent des listes de cibles sociales fournies par des organisations secrètes antisémites, des correspondances avec des groupes eugénistes européens, même des commandes d'exécution payées par des industriels qui voulaient éliminer leurs concurrents. Ils n'étaient pas des fous solitaires, révèle aujourd'hui Dr Antonescu. Ils étaient les opérateurs d'un service d'assassinat déguisé en tradition aristocratique, servant une clientèle européenne qui payait pour éliminer ses problèmes sociaux. Abonnez-vous si vous voulez connaître l'étendue de ce réseau et son influence sur l'histoire européenne. Le procès de la famille Draculescht commence en septembre 1888. Officiellement, tous sont condamnés à mort pour meurtres multiples. Mais les archives révèlent une vérité différente. Radu et Elena ont été secrètement exfiltrés vers l'Empire ottoman, où ils ont continué leur service pour des clients internationaux jusqu'en 1914. Leurs fils Vlad et Alexandru ont été réhabilités sous de nouvelles identités et placés dans des positions gouvernementales où ils ont contribué aux politiques eugénistes de l'entre-deux-guerres. Le château Draculescht a été officiellement détruit par un incendie en 1889, mais en réalité transformé en centre de formation pour ce que les archives appellent la nouvelle génération de purificateurs sociaux. Aujourd'hui, des historiens découvrent que les méthodes des Draculescht ont directement inspiré les techniques de sélection et d'élimination utilisées par les régimes totalitaires du XXe siècle. En 2019, des documents nazis découverts en Argentine révèlent des références explicites au protocole Draculescht pour l'organisation des sélections. Plus troublante encore, en 2021, une enquête journalistique a révélé l'existence de carnavals privés organisés par des élites financières modernes où des indésirables sociaux disparaissent lors de festivités masquées dans des propriétés isolées. L'héritage des Draculescht continue. Leur modèle de sélection sociale, déguisé en tradition culturelle, est encore utilisé aujourd'hui par des réseaux qui exploitent les inégalités sociales pour éliminer les gêneurs. Question troublante. Combien de traditions aristocratiques dans le monde cachent encore des systèmes similaires? Combien de festivités d'élite servent de couverture à des éliminations sélectives? Et plus personnelles, la prochaine fois que vous êtes invité à un événement social exclusif où tout le monde porte des masques, comment pouvez-vous être sûr que votre masque ne vous a pas été choisi pour une raison sinistre? En 2023, exactement 135 ans après le massacre, Interpol a publié un rapport confidentiel estimant que les sélections sociales déguisées pourraient concerner plus de 50 000 disparitions par an à travers le monde, principalement lors d'événements privés de l'élite internationale. L'histoire de la famille Draculescht n'est pas qu'un cauchemar du passé roumain. C'est un manuel d'instruction que des élites contemporaines continuent d'adapter avec les moyens technologiques et financiers du XXIe siècle. Mais si cette histoire vous a bouleversé, si vous réalisez les dangers cachés derrière les traditions exclusives de l'élite, partagez cette vidéo et commentez si vous pensez que des carnavals de sélection pourraient exister aujourd'hui. Votre vigilance pourrait protéger des vies vulnérables. Parce que l'histoire des masques noirs nous enseigne la leçon la plus importante sur les traditions de l'élite. Parfois, les festivités les plus raffinées cachent les rituels les plus sanglants et les masques les plus beaux dissimulent les visages les plus monstrueux de l'humanité.